FM. Il est 19h. Votre fidélité au programme d'Atlantique FM nous conforte dans notre devoir d'assiduité à l'antenne pour ce magazine littéraire. Mise en onde, Isaac Kofi, je suis Jean-Christophe Diomandé. Bonsoir et bienvenue dans Page d'Afrique. Le livre reste le meilleur compagnon de tous ceux qui aspirent à la culture. Atlantique FM présente le magazine littéraire Page d'Afrique. Rendez-vous d'analyse, de critique et de promotion des œuvres de la littérature ivoirienne et africaine dans tous les genres. Romans, poésie, théâtre, nouvelles et bien d'autres. Page d'Afrique, tous les lundis de 19h à 20h. Présentation Jean-Christophe Diomandé. Page d'Afrique, lire et s'instruire, notre passion. Bien évidemment, romans, poésie, théâtre, nouvelles, critiques, tous les genres littéraires se rencontrent à ce carrefour de la promotion de la lecture et du livre africain. Aujourd'hui, c'est le théâtre qui nous accueille avec pour ambition la sensibilisation à travers un voyage au cœur de la résistance africaine à la pénétration coloniale. Et la trame, c'est l'histoire d'une figure historique de l'Afrique coloniale, le célébrissime Babemba de Sikasso. Son histoire, le parallèle avec notre société d'aujourd'hui, l'intérêt littéraire, politique et social de son histoire, tout se retrouve bien emballé dans cette œuvre théâtrale intitulée Le Bunker de Tata ou La Prise de Sikasso, une production des éditions Balafon et une plume de Abou Diarra, qui est d'ailleurs dans notre studio sur ce plateau de Page d'Afrique. Bonjour Abou Diarra. Bonjour Monsieur Demandé. Merci de répondre à l'invitation de l'équipe de Page d'Afrique. C'est à vous le merci. Encouragement encore à l'avancée de la culture africaine. Merci bien. En première ligne aujourd'hui, dans la bibliothèque de Page d'Afrique, une pièce de théâtre intitulée Le Bunker de Tata ou La Prise de Sikasso. Pièce qui est donc suivie d'une autre intitulée Damonzon. Mais aujourd'hui, nous allons donc nous appesantir sur la première, Le Bunker de Tata. Et personne d'autre ne pouvait nous en dire plus en dehors de l'auteur Abou Diarra, notre invité d'aujourd'hui. Abou Diarra, vous êtes né dans la décennie 70 à Danané, dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkwi, n'est-ce pas? Effectivement. Et voilà, et vos parents sont originaires de Tengrela. Alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à Danané, vous? Bien, je suis de culture transhumante. Nos parents transhumaient pour aller effectuer, si vous voulez, chercher à avoir la pitance au niveau de la basse-côte. Ça, c'est de façon générale. Mais à la vérité, mon père travaillait à la chaîne avion. C'était une compagnie française en son temps. Donc, de ville en ville, on s'est retrouvé à Danané après San Pedro, Tabou, Dabou, Touba. Et c'est à Danané que moi je suis né. Tout à fait. Voilà. Et après un diplôme d'études approfondies, un DEA donc, de lettres modernes, obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny, vous êtes aujourd'hui professeur de lettres au lycée moderne de Tia-Salé. Et après vos 16 heures de cours par semaine, ou souvent 21 heures de cours par semaine, voilà, dès que vous sortez des salles de classe, le reste du temps est consacré à l'écriture. Effectivement, j'estime qu'après 10 ans du métier d'enseignant, il était normal que je produise quelque chose au moins pour la postérité. Tout à fait. Et au-delà de ce besoin de produire quelque chose pour la postérité, qu'est-ce qui vous a poussé sur le passionnant et difficile chemin de l'écriture, Abou Diarra? Bien, c'est une passion qui est enfantine. Depuis que j'étais petit,
j'ambitionnais d'écrire aussi comme les Voltaire, les Diderot. Je trouvais que c'est des gens qui avaient écrit à des époques très anciennes et on continuait de les lire et d'en tirer dividendes intellectuels. Donc moi, ma contribution sera de contribuer également à une prise de conscience des Africains de manière à ce que nous puissions, à l'échelle mondiale aussi, participer à cette édification de l'universel. Tout à fait. Et le volet théâtre, alors principalement le théâtre, vous l'avez choisi pour des raisons qu'on pourrait aussi savoir. Effectivement. Premièrement, j'ai choisi le théâtre parce que pour moi, c'est le parent pauvre de la littérature ivoirienne. Et donc, une lecture synoptique des écrivains qui ont fait du théâtre, il y a 24 écrivains dramaturges ivoiriens sur 94 romanciers et 63 poètes. Donc j'estime que la poésie a besoin, le théâtre a besoin d'encore beaucoup de dramaturges. Tout à fait. Voilà. Alors, le bunker de Tata est donc votre première œuvre, n'est-ce pas? Alors, dès l'entame de votre œuvre, vous vous laissez inspirer par une pensée de Antoine de Saint-Exupéry qui dit, et je cite, « L'autre, loin de moi, m'appauvrit, mais près de moi m'enrichit ». Alors, quel est le rapport de cette pensée de l'aviateur et auteur français avec le contenu de votre ouvrage? Bien, pour les propos de Antoine Saint-Exupéry, pour dire que on apprend toujours des autres. Moi, je suis allé à la faveur de la Cannes 2004, si j'ai encore bonne mémoire, où les Ivoiriens étaient installés dans la ville de Sikasso. Et nous avons pris une douche froide à cette Cannes-là, mais moi, j'en ai en tiré grand bénéfice parce que j'ai profité pour effectivement voir la muraille, le Tata que Babemba avait érigé pour éviter que les Occidentaux entrent dans la ville de Sikasso. Et je suis même allé au palais du roi pour voir un peu comment sa maison était et la grotte où il s'était bunkérisé, si je peux employer ce mot-là. Tout à fait. Et donc ce livre a été écrit après, bien sûr, observation de tout ce qui est décrit à l'intérieur, hein? Effectivement, c'est une histoire historiquement vraie et puis de visu. Moi aussi, j'ai pu voir les vestiges de ce dont il y a dans cette œuvre-là. Tout à fait. Alors, il est l'heure de découvrir la pièce. Alors, tout de suite, le titre fait tiquer tout le monde. Durant toute la semaine qu'on a pris à préparer l'émission, tous ceux qui ont bien sûr, qui sont passés près de nous, ont bien sûr été touchés par le titre, le bunker de Tata. Alors, dites-nous, Abou Diarra, de quel bunker s'agit-il et pourquoi vous l'attribuez à Tata? Ok, le mot bunker, le mot est un peu redondant, un peu tapageur, effectivement. Oui, il fait penser au 11 avril 2011. Au 11 avril 2011. Mais voilà. Je vais dire que la pièce a été écrite avant le 11 avril 2011, effectivement. Mais à la vérité, je n'ai pris de cette période-là que le mot bunker. Avant, c'était le mot citadelle que j'avais utilisé. Donc l'actualité aidant, j'ai utilisé le mot bunker. Mes camarades, mes collègues au lycée me taquinent pour dire tu es en train d'écorcher telle personne. Voilà. Loin de moi la volonté d'écorcher qui que ce soit. Effectivement, un bunker, c'est une enceinte close. Dans l'optique, une forteresse, dans l'optique de se protéger, simplement. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, dans le tableau 1 de cet ouvrage-là, c'est le griot Sungalo du roi Kéba Traoré Babemba, qui appelle tout de suite à un rassemblement chez le roi dès le coucher du soleil. La réaction du fou, le fou Mfa, un personnage de cette pièce-là, voilà, la réaction de ce fou-là, cet appel du griot, étonne le lecteur spectateur de cette pièce-là. Alors, tout de suite, nous partons donc à la rencontre de cette parole, n'est-ce pas, produite par le fou, exactement à la page 14. Alors, le fou que vous présentez ici nous dit ceci: Djeliba, c'est-à-dire le griot, non? Oui, effectivement. Voilà, Djeliba, arrête de nous emmerder. C'est un secret de Polichinelle qui ne sait pas que les Blancs sont puissants au point de vaincre tous ceux qui s'opposent à leur volonté de s'implanter où ils veulent dans le monde. Je pense qu'il serait sage que nous reconnaissions que nous avons perdu d'avance et donc il faut se rendre. Les Blancs sont plus forts que nous, il faut être réaliste et non idiot. Alors, dites-nous,
dans sa réaction, le fou n'est-il pas en train de nous instruire sur des vérités incontournables? Bien, effectivement, le fou, on peut penser que le fou, il est dépourvu d'intelligence ou bien de prise de conscience. Moi, j'ai symbolisé ici le fou. C'est la seule personne qui est à même de dire la vérité à tout le monde. Si je l'avais si j'avais fait dire les mêmes propos par quelqu'un d'autre, on l'aurait traité autrement. Il serait même passé de vie à trépas. Donc, je mets cela dans la bouche du fou pour pouvoir être à l'aise, dire ce qu'il pense effectivement. Et ce fou-là, à la vérité, il n'est pas fou. C'est la conscience morale même du peuple de Sikasso. C'est, si vous voulez, le représentatif de cette opposition-là qui a de tout temps existé en Afrique. Tout à fait. Et lorsque le griot Songalo appelait au rassemblement chez le chef Bemba, voilà, il était question de quoi? Quel était le sujet de leur rassemblement ce jour-là? Bien, la pièce commence sur des chapeaux de roue. Voilà, on est directement plongé dans l'avancée effrénée des Occidentaux. Et donc, la situation est un peu critique, sinon critique. Et donc, il faut parer au plus pressé. Donc, le griot appelle tout le peuple du Kénédougou pour entendre ce que le roi va dire, les décisions qui vont être prises. Voilà. Tout à fait. Et le roi décide donc qu'un bunker soit dressé, qu'une clôture, j'allais dire, soit dressée autour du village de Kénédougou, qui est dans la ville de Sikasso. Effectivement, voilà. Voilà. Alors, quel sens vous donnez donc à cette clôture qui doit être dressée autour de cette ville-là? C'est pourquoi? Bien, je veux dire, le roi avait pour mission de protéger cette population-là, et donc il s'est senti mu par une mission sacerdotale, sinon une mission divine, de pouvoir protéger son peuple. Voilà. Et donc il a voulu ériger cette barricade-là, cet énorme mur-là, de manière à pouvoir protéger tout son peuple. Et c'était un peu trop demandé au peuple, il y a eu des récriminations, certains s'en sont plaints, mais toujours est-il que ce mur-là a été effectivement érigé au forceps. Tout à fait. Alors, plutôt que la résistance à la force de l'envahisseur blanc, le fou Mfa, bien sûr, préfère que ses frères et sœurs, population de Kénédougou, choisissent la résignation. Alors, c'est ce que vous mettez à la bouche de votre personnage, le fou. Effectivement. Si l'Afrique avait opté pour ce choix-là, la résignation, est-ce qu'on parlerait d'indépendance aujourd'hui à Boukara? Cela pose la problématique de cette époque de la résistance africaine. Est-ce qu'on avait effectivement les armes nécessaires pour pouvoir arrêter l'avancée des Occidentaux? Là, ça pose un problème de réalisme et je dis, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas à même de pouvoir contrecarrer la puissance occidentale. Donc, il faut être très réaliste. Je pense que en sourdine, qu'est-ce que je veux que les Africains comprennent ici pour dire que la meilleure manière de pouvoir combattre quelqu'un, c'est pas avec les armes que cette personne a pu créer. Donc, il nous est impératif que nous trouvions d'autres armes si besoin s'en présentait à nous. Tout à fait. Alors que direz-vous à tous ceux qui disent que l'Afrique aurait pu réussir donc à combattre l'envahisseur blanc à l'époque si elle mettait donc en place toute sa puissance mystique, la puissance de disparition, la puissance en tout cas de toutes les formes qu'on connaît, hein? Effectivement, M. Diomondé, on s'est toujours dit, est-ce que vraiment on a cette possibilité-là? Parce que si on l'avait, on aurait pu l'utiliser utilement de manière à pouvoir jusqu'à aujourd'hui on a du mal à se l'expliquer. Oui. Voilà. Et cette pièce de théâtre, Le bunker de Tata ou La prise de Sikasso, qui est bien sûr au centre de ce numéro de Page d'Afrique, est une œuvre traversée par une variété d'expressions en bambara. On trouve Anike, Amoussou, Akeou, Ayebarake, Baragam, tout ça. Alors, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez traduire en faisant donc ce choix-là? Bien, effectivement, j'ai estimé que, comme en 96, j'étais à une conférence où était présent, paix à son âme, Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, oui. Effectivement, et donc Amadou Kourouma a dit que la première mouture de Les Soleils des Indépendances, il avait fait en français classique, dans un français très européen. Mais
il ne se sentait pas dans cet écrit-là. Oui. Et donc moi, je me mets dans cette trajectoire courmaesque, si je peux le dire, pour montrer mon africanité. Et puis, je crois que je contribuerai de cette manière-là à aider la francophonie, parce que la francophonie, c'est tout cet ensemble-là, ce français particulier à chaque peuple. Il faut pouvoir le vendre également. Tout à fait. Si je me rappelle bien, quand j'ai lu par exemple l'œuvre de Jean-Marie Diafi, La carte d'identité, je crois que des mots Annie ont pu s'infiltrer dans cette œuvre-là, et c'était de bon augure. Bien sûr. Voilà. Donc je profite pour que les Africains ne se sentent pas forcément dans le carcan de vouloir parler français, mais qu'ils essaient eux aussi de se libérer et d'exprimer leur culture à travers leurs écrits. Tout à fait. Voilà, et donc ça marque une originalité de votre œuvre, une particularité de votre pièce. Hein. Alors, certains lecteurs ont dit que, donc vous leur donnez tort finalement, ils ont dit que c'est le petit Dula qui a écrit donc son livre, il veut donc faire comprendre qu'il maîtrise sa langue maternelle avant d'écrire donc en français. Alors, c'est ça ou ce n'est pas ça? Bien, j'ai deux analyses à ce niveau-là. Effectivement, oui. C'est une manière aussi de dire que je maîtrise bien ma langue, et je n'en maîtrise pas moins aussi la langue française, parce que je suis professeur de lycée. Et donc j'ai d'autres œuvres qui vont paraître, vous verrez qu'il n'y aura pratiquement pas de mots malinqués à l'intérieur. Tout à fait. Voilà. Et toujours dans le tableau 1 qui paraît très très riche, à travers les paroles que vous mettez à la bouche de ce même personnage, le Fou Mfa, vous faites une critique du comportement de tous ceux qui vivent dans le sillage des rois, des chefs et présidents. Alors j'en veux pour preuve la réplique qu'il donne ici à la page 21, et nous y allons très rapidement. Alors vous lui faites dire donc ceci. C'est donc le Fou Mfa qui parle, bien sûr. Tu as atteint un niveau, il parle au chef, hein, voilà, au roi Bemba. Tu as atteint un niveau où le chef se divinise, barricadé au point où il s'éloigne du peuple et n'écoute que ceux qui vivent des strapontins du pouvoir. Pour sa pérennisation, ils sont prêts à tout faire. Moi, je passe mon temps à parcourir tout le Kélédougou et je suis beaucoup informé. Alors, ce qu'il dit ici, c'est comme ça réellement que fonctionnent tous ceux qui entourent les chefs, les présidents et les autorités? Effectivement, M. Diomandé, vous avez recueilli un élément très essentiel dans cette œuvre-là. J'ai fait un constat, j'ai vu que les Africains ne disaient jamais la vérité au chef ou au président de la République. Tout le monde est dans une posture de flagronnerie. J'aime pas cela, et donc je suis passé par ma pièce pour pouvoir décrire ce comportement-là. Effectivement, le roi ou bien le président a besoin d'être conseillé, sinon a besoin de recevoir des informations vraies. Et comme a dit Ampateba, le pouvoir c'est comme du vin. Voilà, donc le pouvoir se présente comme du vin dans 3 verres en face du responsable d'un peuple. Quand il finit de boire la première bouteille, il a quelques lucidités. Et donc quand il se retrouve avec la 3e bouteille, il perd effectivement toute lucidité. Donc je profite pour que les gens soient plus véridiques. Tout à fait. Voilà. Et voilà. Et pour ceux qui prennent maintenant en marche cette émission, nous sommes bien sûr à Page d'Afrique, magazine littéraire d'Atlantique FM. Nous émettons donc tous les jours 24h/24, et bien sûr l'émission littéraire passe donc le lundi à 19h. Voilà, nous sommes donc avec l'écrivain Abou Diarra pour son œuvre théâtrale intitulée Le Bunker de Tata ou la pièce de Sikasso. C'est une pièce qui est bien sûr suivie, ou la prise de Sikasso. Voilà, c'est une pièce qui est suivie d'une autre intitulé Damonzon. Et je l'ai dit, notre temps d'antenne étant bien sûr limité, on passera beaucoup plus de temps à décortiquer bien sûr la première pièce intitulée Le Bunker de Tata ou la prise de Sikasso. Voilà. Et donc bienvenue à tous ceux qui adorent la lecture et qui bien sûr prennent le temps de suivre ce magazine du livre. Alors, cette œuvre-là est bien sûr dédiée à votre père. Pourquoi lui particulièrement? Bien, j'ai toujours surpris mon père. À chaque fois, il est chaque fois étonné de ce que je fais. Donc j'aurais bien voulu qu'il vivât pour pouvoir voir cette œuvre-là. Mais malheureusement, il est décédé en novembre 2011.
le 12 novembre précisément 2011. Donc c'est ma manière à moi de lui faire une dédicace à travers cette page. Voilà. Et maintenant, nous refermons entièrement le tableau 1, on tire le rideau, comme on le dit au théâtre, pour bien sûr passer à une autre étape, le tableau 2. Dans ce tableau, le peuple n'est pas unanime à suivre le roi dans sa décision, celle de construire donc une forteresse pour protéger Kénédougou contre l'envahisseur blanc. Il y a des opposants qui bien sûr se signalent sur le champ du travail surtout. Voilà. Nous lisons donc leurs propos ici à la page 27, très rapidement. Et ces opposants disent ceci: il veut sauver son pouvoir et il laisse faire croire que c'est pour nous sauver. En tout cas, nous sommes lassés. Et trop c'est trop, que les Blancs viennent le dégager pour qu'un Koné digne descendant de conquérants, de battants, de la pure race des lions prenne la tête du Kénédougou. Alors, est-ce que cette opposition ne vient pas ici mettre en mal l'idée de protection du peuple lancée donc par le chef ici? Effectivement, j'ai voulu montrer que en Afrique, très souvent, les gens s'attachent à un pouvoir juste parce qu'ils viennent de la même région que celui qui tient les destinées du pouvoir. Donc moi, je profite pour dire, c'est pas cela. Voilà. Quand il s'agit de protéger toute une nation, il faut le faire de façon collégiale, non pas de façon individuelle. Ce n'est pas un problème de personne. Ouais. Voilà. Et donc c'est un peu ma contribution dans cette seconde partie-là. Voilà. Tout à fait. Et aussi, vous faites vous faites voir un proverbe au lecteur. Hein. Le proverbe dit ceci: de la bouche du contrôleur, c'est lui qui parle bien sûr, hein, le contrôleur, il dit: le serpent qui sait se cacher vit longtemps. Qu'est-ce à dire, Abou Diarra? Bien, je veux dire, c'est un proverbe populaire que tout le monde utilise en Afrique. Donc, je le fais dire de sorte qu'il faut pouvoir vivre caché. Parce que si vous ne vivez pas caché, vous vous exposez aux ennemis, c'est possible. Tout à fait. Voilà. Tant qu'un mur n'est pas lézardé, le lézard ne peut pas y entrer. Donc, il faut que nous ayons une culture beaucoup plus solidifiée. Voilà. Quelqu'un me reprochait le fait d'être trop attaché à cette africanité. Je lui ai dit, à l'image des Asiatiques, il faut bien que nous soyons très forts culturellement, et cela va nous donner un acquis, et le second acquis, ça sera quoi? De pouvoir profiter du savoir de l'autre. Voilà. C'est en cela que j'ai utilisé en début d'œuvre Saint-Exupéry pour dire que je ne suis pas un africaniste enfermé. Je suis ouvert à ce que tous les peuples puissent permettre au monde entier de pouvoir vivre de meilleurs jours. Tout à fait. Et maintenant, après plusieurs jours de labeur qui ont bien sûr conduit à la construction de cette forteresse-là, de ce bunker autour de Kénédougou, voilà, pour empêcher l'envahisseur blanc d'arriver, finalement, l'homme arriva. Le blanc arriva, n'est-ce pas? Et vous mettez donc à la bouche de ce personnage blanc, le général Faidherbe, si Tcheba Samori, Tcheba et les petites résistances sectaires doivent faire partie du passé et donc de l'histoire. En tous les cas, nous en serons dédouanés. C'est nous qui écrivons l'histoire. L'histoire est rendue à l'oreille des gagnants. Aucune poursuite, sinon que nous apparaîtrons au contraire tels des héros de l'histoire des conquêtes. Alors, et il termine en disant: je lève la séance. Alors, sur un ton autoritaire, à entendre donc ces propos, Abou Diarra, beaucoup de choses se cachent au fond. Effectivement, M. Diomandé, voilà. Vous êtes en train d'entrer dans mon subconscient et de ressortir certaines choses que j'ai pu cacher dans cette œuvre. Voilà. Effectivement, je dis l'histoire est écrite par ceux qui... en tout cas, l'histoire qu'on nous présente a forcément un parti pris. C'est ceux qui écrivent qui
présentent leur histoire. Voilà. Et donc, il y a une autre histoire de l'histoire qu'il faut pouvoir transcender. Tout à fait. Et donc, c'est au lecteur de pouvoir encoder, décoder ce message. Oui, Abou Diarra veut bien sûr passer rapidement sur cette question. Pour l'instant, elle est celle qui a bien sûr été posée par vos lecteurs qui bien sûr apportent leur mail dans notre boîte électronique. Voilà, tout le temps. Alors, vous voulez dire que dans le rapport de force ici, l'histoire est-elle finalement écrite par les vainqueurs? Alors, en lui donnant le sens et les termes qu'ils veulent? Effectivement, vous allez me faire dire certaines choses. Mais je vais bien Abou dire Diarra, parce que nous sommes là pour dire les choses. Tout à fait. Bien, on a souvent présenté des concurrents comme les Samori Touré étant des sanguinaires, mais à lire entre les lignes, nous, on nous a conté des histoires quand on était petit, c'était pas véritablement des sanguinaires, c'était des gens qui avaient des ambitions pour une Afrique plus forte, plus costaud. Et donc les présenter comme des tueurs, des buveurs de sang, je veux dire, c'est l'histoire qu'on a voulu nous présenter. Sinon, c'est pas forcément cette histoire-là qui a été celle de Samori Touré. Tout à fait. Voilà. Quand vous écoutez, par exemple, les gens de Bissandougou aujourd'hui, c'est leur héros. Il n'a pas aussi été négatif, Samori Touré. Tout à fait. Voilà. Et à vous entendre, je commence à avoir des doutes sur le contenu des livres d'histoire qu'on nous enseigne à l'école primaire et secondaire finalement, sur le but de la colonisation, sur les résistances africaines, sur les 2 guerres mondiales, etc. etc. Bien, c'est le malheur des peuples qui n'écrivent pas. Voilà. Voilà. Si nos parents avaient codifié cela en écrit en son temps, aujourd'hui on en serait véritablement informé. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et donc je rappelle donc à ceux qui arrivent sur Atlantique FM que nous sommes en plein cœur du magazine littéraire Page d'Afrique avec notre invité Abou Diarra, l'auteur de la pièce de théâtre intitulée Le bunker de Tata ou la prise de Sikasso, pièce qui est suivie d'une autre intitulée D'Amazon. Nous restons avec l'invité jusqu'à 20h.
Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour étudier, plus besoin d'aller en Europe. Une seule université, l'Université de l'Atlantique. Préparer des licences, des maîtrises spécialisées, des DSS en droit, sciences économiques, langues étrangères appliquées et en gestion des entreprises. Nouveau bachelier, une bonne orientation est la garantie du succès. Travailleurs du public et du privé, vous pouvez continuer votre formation tous les soirs à l'Université de l'Atlantique. Renseignements et inscriptions, rectorat, Université de l'Atlantique, Cocody, Cité et SCI, derrière la code 22 44 21 26 07 67 69 80. لا حاجة لك بعد الآن للسفر إلى أوروبا كي تتعلم. جامعة أتلانتيك تخولك الحصول على الشهادات التالية: إجازة، ماجستير تخصيصي، DES في ميدان الحقوق، العلوم الاقتصادية، اللغات الأجنبية المطبقة، إدارة الأعمال والمؤسسات. للطلاب الثانويين ولأصحاب الطموح، جامعة أتلانتيك طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات إلى الاتصال على الأرقام التالية: 0767 69 80 22 44 21 26، أو يمكنكم التوجه إلى مقر الجامعة في كوكودي بولفار ميتيران سيتي ECI derrière la Sodefort. Avec Mamdjan, la musique mondaine est en scène. Mamdjan, l'étoile montante de la musique mondaine. Mamdjan est puissamment ancré dans la culture ancestrale mandingue qu'un tronc de baobab dans la terre de la savane. L'opus Masaya de Mamdjan a écouté sans modération. Le nouvel album de Mamdjan disponible très bientôt dans les bacs. Webactu, c'est votre émission consacrée aux nouvelles technologies sur Atlantique FM, chaque dimanche de 19h à 20h. Webactu, ce sont les news du web les plus actuelles, les conseils et astuces dans l'utilisation des TIC et de l'Internet. Une émission pour s'informer sur les évolutions et les révolutions du moment sur Atlantique FM 107.2 MHz. Ne manquez pas votre rendez-vous ce dimanche dès 19h. Présentation Israël Yoruba. Webactu, les TIC ont désormais leur espace sur votre radio. Atlantique FM. Le livre reste le meilleur compagnon de tous ceux qui aspirent à la culture. Atlantique FM présente le magazine littéraire Page d'Afrique. Rendez-vous d'analyse, de critique et de promotion des œuvres de la littérature ivoirienne et africaine dans tous les genres. Romans, poésie, théâtre, nouvelles et bien d'autres. Page d'Afrique, tous les lundis de 19h à 20h. Présentation Jean-Christophe Diomandé. Page d'Afrique, lire et s'instruire, notre passion. Page d'Afrique, lire et s'instruire, notre passion. Retour sur le plateau de Page d'Afrique, magazine de promotion du livre et de la lecture, le livre africain surtout. Aujourd'hui, c'est le théâtre qui nous accueille avec pour ambition la sensibilisation, et ce, à travers un voyage au cœur de la résistance africaine, à la pénétration coloniale surtout. Et la trame, c'est l'histoire d'une figure historique de l'Afrique coloniale, le célébrissime Babemba de Sikasso. Son histoire, le parallèle avec notre société, l'intérêt littéraire, l'intérêt politico-social de son histoire, tout se retrouve donc bien emballé dans cette œuvre théâtrale intitulée Le Bunker de Tata ou la prise de Sikasso, une production des éditions Balafon et une plume de Abou Diarra qui bien sûr est avec nous jusqu'à 20h. Alors Abou Diarra, retour donc dans cette belle œuvre-là, qui est, n'est-ce pas, ces enseignements que vous cachez à l'intérieur.
Alors, le tableau de Nous y étions, le griot et le fils Babemba s'encouragent, ils se motivent, n'est-ce pas? Ils lancent des défis aux Blancs, ils jurent même sur la puissance de leurs ancêtres. Alors, je voudrais revenir encore sur une question de nos auditeurs. Est-ce que nos croyances ancestrales, nos fétiches peuvent nous aider à gagner une guerre dans ces temps modernes? Bien, c'est une question qui est posée, elle est ouverte Voilà. à tous les auditeurs. Tout à fait. Bien, selon moi, j'en attends que les Africains nous le prouvent. Si tant est que ces fétiches existent effectivement, s'ils peuvent les utiliser positivement de manière à ce que nous puissions atteindre l'estime de certains grands pays, de certains grands continents, ce serait très avantageux pour nous. Oui, et Bien. donc c'est une simple illusion que de dire que le fétiche nous a aidé à gagner une guerre à tel ou tel endroit, ce que les Ivoiriens ont beaucoup annoncé à l'époque, que telle puissance mystique a permis donc d'avoir tel exploit sur tel champ de bataille. C'est une illusion. Bien, on nous l'a dit en son temps, mais à la vérité, toutes nos batailles là ont été des défaites. Voilà. Et donc, ça remet en cause cette croyance-là. Voilà, j'en attends qu'on me prouve le contraire. D'accord. Alors, à la page 39, c'est toujours dans cette pièce-là, mais nous sommes au tableau 3, le dernier tableau de cette pièce. Alors, je lis ceci. Ah, la terre de mes ancêtres, comment fuir pour la laisser aux mains d'étrangers? Ils ne me pardonneront jamais, et mon âme et celle de ma souffriront, et ça ne l'accepterai jamais de mon vivant. Je l'ai dit devant mon peuple que les Blancs n'entreraient pas à Sikasso de mon vivant. C'est bien sûr le roi Babemba Traoré qui a parlé donc en ces termes-là. Alors cette résistance du roi Babemba, est-ce une façon de garder son honneur devant son peuple qui pratiquement n'existe plus parce que décimé par les canons des Blancs? Ou est-ce pour respecter la mémoire des ancêtres ou pour jouer les martyrs à Boudiara? Bien, pour être clair, c'est son égoïsme qui était en train de se transcrire dans ses propos. Sinon, il fallait être réaliste, observer. Je crois qu'il a été conseillé même par sa femme dans la pièce à baisser pavillon pour que le reste, ce qu'on a encore comme reste dans le peuple, puisse survivre. Mais il en a fait à sa tête. Bien, ce dernier tableau-là, la vérité, c'est la phrase que Babemba a dite avant. Il a dit que les Blancs n'entreraient jamais à Sikasso. Et effectivement, aujourd'hui, vous verrez que l'hymne national du Mali porte cette information-là. Voilà, ils disent la mort est mieux que la honte. Tout à fait. Il vaut mieux mourir que d'avoir honte. Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu un élément historiquement vérifiable que j'ai transcrit de façon très directe dans ce troisième tableau-là. Tout à fait. Voilà. Et finalement, le roi Babemba se donne la mort en buvant une décoction vénéneuse. Et pareil pour son ami fidèle, le griot Sunkalo. Alors pourquoi le suicide plutôt que la reddition? Bien, je veux dire... Toujours la même veine qui dit que la mort... Pour revenir à la phrase qu'il a dite, je n'accepterai jamais que les Occidentaux prennent mon Kénédougou. Voilà. À moins que soit ils le fassent. Et donc, pour donner sens à cette parole-là, et donc il est allé jusqu'au bout. Et donc, je lui ai fait boire une ciguë en pensant à Socrate, en pensant à Hitler, le tout combiné. Un lecteur très avisé pourra en tirer beaucoup de savoir à partir de cette fin que j'ai donnée à Babemba. Sinon, à la vérité, il a demandé que il avait un soldat qui lui était très attaché, à qui il a demandé de lui porter l'estocade avec le sabre. Tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé, à la vérité. Oui. Mais pour faire œuvre de création, je lui ai fait boire une ciguë, comme Socrate l'a fait en son temps. Tout à fait. Parce que Socrate aussi aurait
aurait pu faire la prison, mais il a fait aurait pu être libéré s'il avait accepté de corrompre les gardes. Et donc, par grandeur d'âme, il a accepté de mourir que de souffrir après. D'avoir accepté d'être incorrompu. Tout à fait. Et donc, c'est une symbolique ici qu'il faut comprendre. Un grand homme, ça doit pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Voilà, vaut mieux éviter de subir la honte que autre chose. Vaut mieux mourir que d'avoir honte. Tout à fait. Voilà. Il n'a pas voulu être un prisonnier, il n'a pas voulu que les Blancs le présentent sous un jour négatif, donc il s'est donné la mort. Tout à fait. Voilà. C'est une contribution pour moi pour dire aux gens de mourir dans la dignité. Voilà. Tout à fait. Et donc, Abou Diarra, plutôt que de se rendre à la dignité, plutôt que de se rendre devant l'ennemi. Oui. D'accord, hein? Oui, effectivement. effectivement. Bien, si vous suivez mon regard, vous verrez que c'est humiliant, c'est un comportement que nous voyons. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne souhaite pas la mort, mais je me dis qu'il serait bien de mourir que d'être la risée du monde entier. Tout à fait. Et la pièce s'achève par une scène où un vieil homme raconte l'histoire de Sikasso à un enfant. Voilà. Nous allons lire cette belle histoire-là parce qu'elle est pleine de sens et justement le sens nous sera donné par notre invité. Voici donc la lecture que fait l'histoire bien sûr que donne cet homme-là à ce jeune homme. Mon fils, l'histoire est un témoignage éloquent. Tu vois les restes des murs de Tata en allant de Zanféré-Bougou. Ces murs ont servi de rempart au peuple du Kénédougou, tes ancêtres, afin de se protéger contre l'ennemi, l'envahisseur le blanc. Mais le roi Babemba n'a pas pu résister aux assauts des canons français. Nous avons été battus, car ils étaient plus forts d'évidence que non. C'est du passé maintenant. Mais il faut en parler aux jeunes et aux dirigeants africains. Il ne sert à rien de se bunkériser, de s'emmurer dans un sous-sol espérant se protéger. Et il faut au contraire établir le dialogue à tous les niveaux, solution idoine à tout conflit. Alors, Abou Diarra. Bien, je vous vois sourire. Voilà. Bien, tout est dans cette dernière scène. Voilà, donc je donne mon point de vue. J'ai fait faire ça par un vieil homme et un jeune pour dire que l'histoire est une continuité. Et pour qu'il y ait futur, il faut bien qu'il y ait histoire. Donc j'encourage les uns et les autres à s'ancrer dans leur culture, dans leur passé pour pouvoir mieux appréhender l'avenir. Voilà. Ce passé-là pouvait à un certain moment nous éviter des choses qui se sont passées. Et donc j'encourage les Africains à s'ancrer dans leur histoire pour pouvoir mieux appréhender l'avenir. Sinon, pouvoir se sortir des dédales que nous présente cette existence. Tout à fait. Et il y a donc un lecteur qui a été plutôt intéressé par un aspect, voilà, l'aspect social, on va y arriver tout à l'heure, voilà, on va en parler tout à l'heure, mais il a dit que toutefois que le roi doit prendre la parole, vous faites intervenir un tam-tam. Ensuite, vous faites intervenir quelqu'un que vous appelez ici, vous appelez ici le Kankorosigi. Alors, en Afrique, qu'est-ce que ça traduit tout ça? Le tam-tam qui doit intervenir avant la prise de parole par un chef, le kankorosigi ici, ou l'intermédiaire qui doit parler, toute cette rythmique-là, ce rituel-là répond à quoi? Bien, je vais commencer par le kankorosiri. Je veux dire, vous avez dit rituel. Voilà. Le chef ne prend pas la parole n'importe comment ou bien n'importe où. Il y a toute une procédure. Et donc cette procédure-là doit passer d'abord par ce kankorosiri là. Le kankorosiri c'est quoi? Le kan, je vais dire kan, ça veut dire coup en malinké. Voilà. Kankorosiri, celui qui s'assoit à côté du roi. Puisque le cou, il y a le cou et puis il y a la tête. Voilà. Donc le cou,
soutenant la tête. Et donc, ce Kankorossi là est d'importance auprès de ce roi-là. Voilà. Et donc, c'est, comme on dirait en Akan, c'est un akoto. Et donc, c'est lui qui est à côté pour relayer les propos du chef. Tout à fait. Voilà. Ah, voilà. Et donc, nous sommes à quelques minutes du terme de ce rendez-vous littéraire-là. Alors, Abou Diarra, quel est donc l'intérêt social ou sociopolitique de cette pièce de théâtre que vous apportez donc aux lecteurs ivoiriens, le bunker de Tata? Bien, l'intérêt social qu'on pourrait en tirer, c'est que les Africains ne se disent pas qu'ils n'ont pas d'éléments fédérants au niveau de leur culture. Oui. Et donc, socialement, il y a de façon étagée, de façon stratifiée, des entités africaines qui méritent d'être respectées et il y a des comportements qu'il faut avoir. Et il y a aussi des comportements qu'il ne faut pas avoir. Donc cet intérêt-là est fédérateur. Il faut que nous soyons fédérés. Maintenant, l'intérêt historique qu'on pourrait en tirer, c'est que c'est une pièce qui doit pouvoir enseigner à tout bon Africain, tout dirigeant africain de tenir compte de tout ce que le peuple dit. C'est à ce prix-là que ce pouvoir-là pourra se solidifier et se pérenniser effectivement. Tout à fait. La question posée par un lecteur, un de vos lecteurs bien sûr, est la suivante. Est-ce que l'œuvre de Abou Diarra, intitulée Le bunker de Tata, peut contribuer à la réconciliation nationale? Bien, je crois que c'est une œuvre fédératrice. Voilà, donc c'est un concours à ce que tous les Africains se disent nous devons être unis. Il y a un combat à mener. Ce combat-là, c'est de pouvoir nous être plus ensemble pour pouvoir nous positionner de manière universelle. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est plusieurs États fédérés. Les États-Unis, c'est plusieurs États fédérés. Et donc, c'est une contribution au combat qui a été mené depuis les Nkrumah et j'en passe. Oui, voilà. Et quelles seront les prochaines parutions de Abou Diarra? Bien, nous avons... la maison d'édition a voulu que nous fassions cette pièce de théâtre-là. Le titre, tout ça ont contribué à cet engouement de la maison d'édition. Sinon, nous avons des nouvelles déjà manuscrites, prêtes, et un roman également qui sont prêts avec un manuscrit de poèmes aussi. Oui. Voilà. Et donc cette fois-ci, on verra Abou Diarra dans tous les genres littéraires. Hein? Bien. Voilà, roman, poésie, théâtre. C'est ce que je veux. Je suis au confluent de tous les genres littéraires. Voilà. Eh bien, donc la jeunesse est celle-là que vous allez maintenant instruire. Qu'est-ce qu'elle doit garder à l'esprit, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine en général, après avoir refermé cette œuvre, cette pièce de théâtre, Le bunker de Tata? Bien, j'ai terminé même la pièce par l'entretien entre un vieil homme et un enfant, pour dire que c'est une continuité. Il faut que les jeunes Africains happent leur passé pour pouvoir devenir plus sages que ceux qui ont été leurs dévanciers. Tout à fait. Donc j'incite les Ivoiriens aussi à la lecture parce que en France par exemple, vous verrez que dans une année, c'est pratiquement 611 000 œuvres qui sortent et les gens se les arrachent comme des petits pains. Quand on va en supermarché, on achète à manger, c'est vrai, mais il faut qu'on achète également des œuvres romanesques parce qu'un homme accompli, c'est un homme qui a beaucoup lu. Tout à fait. Voilà. Et vous avez touché à la dernière question que nous avions sur la table ici. Que faire pour que les jeunes Ivoiriens s'accrochent plus à la culture, plus aux livres qu'à d'autres formes d'art? Bien, je me dis que ça doit pouvoir être encouragé par les parents d'abord parce qu'il faut bien que les parents inculquent cela aux enfants. Voilà. Un peuple est grand quand il a une culture. Et donc, nous devons nous enraciner culturellement. Mais où trouver ces informations culturelles? Je pense que c'est dans les livres. Et donc, aujourd'hui, je me dis... Il faut que ce soit une volonté même politique, que les Ivoiriens fassent de la lecture
voilà leur seconde nourriture. Vous verrez qu'un peuple cultivé est un peuple, en tout cas à l'avenir, un peuple qui a un avenir prometteur. Le développement, ce n'est pas ailleurs, c'est dans la culture, c'est dans les livres. Il faut s'y mettre. Tout à fait. Voilà. Voilà donc qui m'a fait l'entretien avec Abou Diarra dans ce magazine littéraire Page d'Afrique. Abou Diarra, merci infiniment. C'était pour nous un énorme plaisir de vous avoir à ce numéro de Page d'Afrique. Ce fut un plaisir pour moi également. Merci de contribuer à l'épanouissement de la culture ivoirienne, africaine et internationale. Voilà, c'est notre devoir. Voilà, madame, messieurs, quand le rapport de force ne vous donne pas favori, inutile de vous jeter à l'eau et plutôt que de régler les différends par les armes ou par la force, le dialogue est l'unique solution que propose Abou Diarra à travers cette pièce intitulée Le bunker de Tata ou la prise de Sikasso. Pièce qui bien sûr est suivie d'une autre intitulée Damonzon. C'est une œuvre qui est déjà en librairie et c'est une production des éditions Balafon. Voilà, à toutes et à tous, bonne lecture et à lundi prochain. Restez scotchés. Le livre reste le meilleur compagnon de tous ceux qui aspirent à la culture. Atlantique FM présente le magazine littéraire Page d'Afrique. Rendez-vous d'analyse, de critique et de promotion des œuvres de la littérature ivoirienne et africaine dans tous les genres. Romans, poésie, théâtre, nouvelles et bien d'autres. Page d'Afrique, tous les lundis.